Alors, je vais continuer mon discours sur le lien entre climat et conflit et me demander quelle peut être la solution, comment les différents acteurs peuvent réagir à ces crises écologiques et humaines qui déchirent le continent africain. Les États africains eux-mêmes ont du mal à faire face. En général, il s'agit d'États assez faibles. Si l'on prend l'exemple du Mali ou du Niger, ce sont de grands pays avec des gouvernements qui ont un petit budget et qui ont du mal à contrôler réellement l'ensemble du territoire. De plus, les frontières issues du tracé colonial posent parfois problème. Elles posent problème en termes de gestion de l'eau. En effet, la plupart des fleuves d'Afrique servent de frontières, donc il faut gérer les ressources en eau en commun. Et quand les ressources deviennent plus rares, la compétition entre États s'accentue. Nous avons là un paradoxe, car il ne peut pas y avoir d'amélioration dans le domaine écologique s'il n'y a pas la paix. Car il faut s'entendre avec les pays voisins pour gérer les ressources, construire des infrastructures, mais la diminution des ressources crée des conflits. Donc on entre là dans un cercle vicieux. La seule solution serait de mener de front un combat contre le dérèglement climatique et un travail de normalisation entre les États et de lutte contre le terrorisme. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et là, la technologie peut rentrer en jeu. En effet, de nouveaux projets très intéressants sont apparus et qui s'intéressent aux liens entre climat et conflit. Il s'agit premièrement de bases de données. Grâce au big data, des bases de données sont mises sur pied sur cette question du lien entre les conflits et les risques climatiques. Donc, ces bases de données utilisent entre autres l'open data, qui sont les données rendues accessibles par les États eux-mêmes, et donc on brasse une grande quantité d'informations et on arrive à mieux cibler les problèmes. Par exemple, vous faites l'hypothèse que l'aridité est une source de conflit, car l'aridité entraîne des pluies torrentielles pendant l'été, et donc la destruction des cultures, et donc le déplacement des populations. Mais voilà, c'est une hypothèse, et ensuite, grâce à votre base de données, vous établissez des corrélations qui permettent de vérifier si c'est bien le cas, où ça a lieu, qui est concerné, etc. L'enjeu est bien sûr le partage de ces informations afin de créer des systèmes d'alerte qui permettront par exemple d'évacuer les populations ou d'investir dans des domaines bien précis. Ces bases de données ont permis d'établir que la corrélation la plus évidente était celle entre sécurité alimentaire et conflit. Une fois qu'on a compris que l'enjeu majeur était l'agriculture et donc l'eau, on peut se concentrer sur ces domaines. Rappelons d'ailleurs que Daesh a fait en sorte de s'emparer de toutes les régions, de toutes les infrastructures liées à l'eau. Je pense par exemple au barrage de Mossoul. Donc l'intérêt des bases de données, c'est de comprendre ce qui accélère la déstabilisation d'un pays, de traiter des facteurs bien précis, et c'est comme ça que l'on sait par exemple qu'il faut en priorité protéger les infrastructures liées à l'eau et qu'il faut investir entre autres dans l'agriculture. Un autre enjeu lié aux technologies, c'est l'eau profonde. Étant donné l'importance et la rareté de l'eau, les scientifiques, les entreprises s'intéressent à la question de l'eau profonde. Alors qu'est-ce que c'est ? Si l'on regarde le bilan pluviométrique global de la NASA, on voit qu'une partie de l'eau qui tombe du ciel disparaît. Donc la NASA prend en compte toute l'eau qui part dans les mers, les fleuves, les nappes phréatiques, donc ce qui est tout de suite en dessous de la surface, mais on a toujours un volume d'eau qui disparaît. Donc on imagine que cette eau se trouve en profondeur, sous la surface de la Terre. Ce sont des réserves potentiellement énormes. Il s'agit d'encore plus d'eau que tout ce que nous avons à la surface de la Terre. Et l'eau profonde est donc un espoir pour les pays en crise.
La détection de cette eau profonde requiert des technologies de pointe. Il faut des images satellites, des données minières, géologiques, des recherches radars. Mais des gisements, des ressources en eau ont déjà été découverts. Par exemple, on estime que nous avons l'équivalent de 2 lacs Léman en dessous du Kenya, sous le sol du Kenya. L'extraction de cette eau exige des infrastructures du type forage pétrolier et donc de gros investissements. Même si l'on peut considérer que ce n'est pas très cher, étant donné les volumes d'eau qui sont en jeu et la valeur que prend l'eau dans notre monde actuel. Cette ressource, d'après ce que j'ai lu, est renouvelable, même si je ne sais pas exactement en combien de temps ces gisements peuvent se renouveler. Et malheureusement, ce n'est pas encore très développé car il y a un manque de financement. Les États les plus intéressés par cette question sont des pays pauvres et l'idée n'a pas encore vraiment fait son chemin au sein des organisations internationales. Quant aux gouvernements locaux, il y a parfois une certaine méfiance car l'eau est devenue tellement importante dans certaines régions que même découvrir de nouvelles ressources en eau engendre des peurs car cela pourrait déstabiliser la donne géopolitique dans la région en question. J'arrive à la fin de mon discours, j'espère que ce n'était pas trop complexe. Donc le lien entre climat et conflit est évident. Il reste à espérer que les États, le secteur privé, les organisations internationales sauront saisir les opportunités offertes par les technologies, faute de faire mieux sur le plan diplomatique, militaire, écologique, etc. Merci de votre attention.